Et si la véritable blessure de Brigitte Bardot n'avait jamais été révélée, à 91 ans, l'icône la plus indomptable du cinéma français vient de briser un silence que personne n'osait imaginer. Sans détour, sans diplomatie, elle a nommé 5 personnes qu'elle n'a jamais pu pardonner. Pas des inconnus, pas des rivaux passagers. Des figures majeures de la culture française dont la présence dans sa vie a laissé des cicatrices plus profondes que la célébrité elle-même. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a poussé Bardot, si farouchement indépendante, à parler enfin ? Derrière cette décision se cache une histoire que le public n'a jamais entendue. Une trahison intime, un moment où l'image de Bardot s'est fissurée de l'intérieur. Et au cœur de ce choc, un nom en particulier. Le premier, celui qui a tout déclenché avant même que le scandale n'existe. Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple chapitre oublié de sa vie. C'est la vérité qu'elle a refusé de livrer pendant plus d'un demi-siècle. Et voici le chemin qui mène aux 5 noms les plus redoutés de son passé. Avant d'être le mythe que la France a appris à connaître, Brigitte Bardot fut une jeune fille timide de la rue de la Pompe, une enfant élevée entre discipline bourgeoise et rêve d'évasion. C'est dans la danse qu'elle découvre d'abord sa liberté. Elle n'a que 15 ans lorsque les studios commencent à remarquer ce visage à la fois pur et provocateur, un paradoxe qui deviendra sa signature. La rencontre avec Roger Vadim bouleverse tout. Il voit en elle ce que personne n'avait encore osé imaginer. Une promesse de modernité, une force de vie, un magnétisme capable de renverser les habitudes d'un pays encore attaché à ses traditions. Le succès arrive avec une rapidité déconcertante. Quand Et Dieu créa la femme sort dans les années 50, Bardot devient l'incarnation même d'une nouvelle France, audacieuse, sensuelle, affranchie des codes anciens. Les caméras du monde entier convergent vers elle. Les magazines cherchent à capturer chaque instant de son existence. Les réalisateurs rêvent de la voir dans leurs films, mais derrière l'image d'une femme libre se cache une réalité plus fragile. Bardot supporte mal la pression, les jugements, les malentendus qui s'accumulent. Chaque admiration s'accompagne d'une attente, et chaque attente finit par devenir un poids. Au fil des années, la star devient prisonnière d'un rôle qu'elle n'a pas choisi. On veut d'elle un symbole, et non une personne. On scrute ses amours, on commande ses choix, on décortique ses silences. Peu à peu, Bardot apprend à se protéger. Elle se retire à la Madrague, ce havre qui devient son refuge contre l'agitation. Elle y trouve la paix, mais aussi la lucidité nécessaire pour relire son passé. Car derrière le mythe se cache une femme blessée par certaines rencontres, certains mots, certaines trahisons qui ont marqué sa vie d'une manière si profonde qu'elle n'a jamais pu les oublier. C'est dans cette lumière douce, loin du tumulte, qu'elle confie aujourd'hui les noms qui l'ont le plus meurtri. 5 histoires, 5 cicatrices. Numéro 5, Serge Gainsbourg. Ils se connaissaient depuis longtemps, bien avant que leurs noms ne deviennent indissociables de cette France artistique des années 60. Bardot et Gainsbourg se croisent d'abord au détour d'un dîner, dans ce Paris où les musiciens, les acteurs et les peintres se retrouvent comme s'ils appartenaient à une même constellation. Il y a entre eux une curiosité mutuelle. Elle admire son audace. Lui voit en elle la muse parfaite, cette femme à la beauté fauve qui inspire sans même le vouloir. Mais ce qui aurait pu être une collaboration lumineuse devient rapidement une zone grise. À l'époque, Bardot cherche encore un équilibre. Elle se méfie de la lumière trop forte et des intentions ambiguës. Gainsbourg, lui, avance masqué derrière son humour provocateur et son génie de la provocation. Leur lien se renforce autour d'un projet musical. C'est là que tout bascule. Gainsbourg écrit pour elle des textes qu'il juge sublimes, des chansons sensuelles, brûlantes, taillées pour son aura. Bardot, séduite mais inquiète, hésite. Elle craint le scandale. Elle craint aussi qu'on l'utilise encore une fois. Lorsque certaines maquettes circulent en studio, les rumeurs courent vite. On dit que Gainsbourg aurait parlé d'elle avec une légèreté presque blessante. Une phrase en particulier atteint Bardot. Une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. Un soir, dans une loge enfumée, il aurait laissé échapper en riant que Bardot n'était qu'un fantasme que tout le monde croyait connaître. Pour elle, ces mots sont un coup de couteau. Non parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils viennent de quelqu'un qu'elle croyait différent. Elle comprend alors que Gainsbourg, derrière ses airs de poète maudit, sait jouer des émotions des autres pour nourrir ses propres créations. Bardot refuse de devenir un matériau artistique entre ses mains. Elle met de la distance. Gainsbourg, piqué dans son orgueil, transforme cette distance en mélodie. Il compose, il écrit,
parfois avec tendresse, souvent avec une ironie amère qui la blesse encore davantage. Le public n'a retenu que l'éclat artistique. Mais Bardot, elle, se souvient du prix à payer, de ce sentiment d'avoir été réduite à une image, à une idée qui n'était pas la sienne. Dans sa mémoire, Gainsbourg reste un génie, mais un génie dangereux, capable de manipuler les sentiments sous prétexte de création. C'est pour cela que son nom apparaît dans la liste. Pas par haine, par lucidité. Parce qu'il représente ce moment précis où Bardot a compris que même les plus brillants peuvent laisser des cicatrices, et que parfois, le talent n'efface pas la blessure. La mer de Saint-Tropez continue de rouler, mais certaines vagues, elles, ne se retirent jamais vraiment. Numéro 4, Jean-Luc Godard. Lorsqu'elle rencontre Jean-Luc Godard, Bardot est déjà au sommet. Lui, en revanche, construit encore son royaume, ce cinéma nouveau qui bouscule les cadres, dérange les habitudes et cherche délibérément à rompre avec la douceur du passé. On pourrait penser que leurs deux univers n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, la vie en décide autrement. Godard la veut pour un projet. Non pas pour sa beauté, c'est ce qu'il affirme du moins, mais pour ce qu'elle représente dans l'inconscient collectif. Une femme libre, une figure qui cristallise les passions. Une icône que lui seul croit capable de déconstruire. Dès les premiers échanges, Bardot ressent quelque chose de froid chez lui, une distance calculée, presque clinique, comme s'il observait l'être humain uniquement pour mieux le disséquer. Godard ne la complimente jamais. Il ne cherche pas à la rassurer. Il s'adresse à elle comme on s'adresserait à un concept plutôt qu'à une femme. Au fond d'elle, Bardot comprend vite qu'il ne la voit pas, qu'il ne voit que l'idée de Bardot. Et cette sensation réveille une blessure ancienne, celle d'être perçu comme une surface à projeter, non comme une personne à comprendre. Le tournage devient un terrain miné. Les indications sont brusques, les remarques sèches. Plusieurs témoins racontent qu'un jour, après une prise que Bardot pensait réussie, Godard aurait murmuré à un assistant que tout ce qui brille n'est pas forcément intéressant. Une phrase presque anodine pour lui, mais qui frappe Bardot comme un coup de massue. Elle qui a passé sa vie à être jugée par son apparence, ne supporte plus d'être humiliée de manière si subtile. Pire encore, Godard joue avec l'image d'elle dans les interviews. Il laisse entendre qu'elle n'a pas la profondeur qu'on imagine, qu'il fallait la cadrer pour qu'elle existe. Bardot ne répond jamais publiquement, mais cette forme de mépris silencieux la marque profondément, car elle voit derrière ces mots l'arrogance d'un homme convaincu que sa vision du monde justifie tout, même la condescendance. Avec le temps, Bardot ne garde aucune haine envers Godard, seulement une fatigue, un goût amer. Celui d'avoir été disséqué par quelqu'un qui ne cherchait pas la vérité, mais la démonstration. Pour elle, Godard est le symbole d'une blessure particulière, celle qu'infligent les intelligences qui se croient supérieures à la sensibilité. Une blessure discrète, mais tenace. Lorsque Bardot cite son nom aujourd'hui, ce n'est pas pour relancer un conflit. C'est pour rappeler que parfois, derrière les chefs-d'œuvre, il y a des ombres, et que certaines laissent des traces bien plus profondes que les films qu'elles inspirent. Numéro 3, Jeanne Moreau. Elles n'étaient pas des ennemis, elles n'étaient pas non plus des amis. Bardot et Moreau appartenaient à une génération qui avait redéfini le cinéma français, chacune à sa manière, chacune avec son monde intérieur si différent. Jeanne Moreau, avec sa voix grave, son regard énigmatique, son aura presque littéraire. Brigitte Bardot, avec sa lumière, son instinct, cette énergie sauvage qui semblait défier toutes les règles. Deux astres qui brillaient dans le même ciel, mais jamais sur la même orbite. Leur première rencontre remonte à la fin des années 50. Un dîner mondain, trop bruyant, trop mondialisé, où les regards se croisent avant même que les mots ne se prononcent. Bardot se souvient d'un sourire de Moreau, à peine esquissé, difficile à interpréter. Elle l'admire. Elle admire cette femme qui semble faite de mots, de pensées, de silences lourds de sens. Mais très vite, elle comprend qu'entre elles existe quelque chose d'indéfinissable. Une tension douce, presque imperceptible, comme si chacune représentait ce que l'autre refusait d'être. Le temps passe et les rumeurs s'épaississent. On dit que Moreau aurait trouvé Bardot follement belle, mais trop fragile pour durer. Une phrase reprise dans un couloir de studio, transformée, amplifiée, puis arrivée jusqu'aux oreilles de Bardot, pour elle, ce n'est pas qu'une critique. C'est une blessure. Car elle perçoit dans ces mots un jugement injuste. Moreau, la grande tragédienne,
la femme que la nouvelle vague avait sacralisée semblait remettre en question la légitimité de Bardot, comme si son succès ne reposait que sur une image et non sur une vérité intérieure. La tension devient palpable lors d'un festival de Cannes. Un soir, en coulisses, Bardot passe devant Moreau. Quelques techniciens racontent avoir entendu Moreau murmurer une phrase que la star n'oubliera jamais. Une phrase légère, dite peu, être sans mauvaise intention, mais qui s'imprime profondément. Moreau aurait soufflé en regardant Bardot passer que « le charme est une arme, mais certains ne savent pas s'en servir sans se blesser ». Bardot ne répond pas. Elle fait comme toujours. Elle garde pour elle. Mais en elle, quelque chose se fendille. Ce n'est pas une rivalité classique. C'est une incompréhension émotionnelle entre deux femmes dont l'univers intérieur ne se rejoint pas. Moreau, façonné par la littérature et la mélancolie, Bardot, façonné par la lumière et la fragilité, l'une analyse, l'autre ressent, et cette différence, avec le temps, devient une barrière invisible. Aujourd'hui, lorsqu'elle cite le nom de Jeanne Moreau, Bardot ne le fait pas avec amertume. Elle reconnaît le talent immense de cette actrice que la France admire encore, mais elle n'a jamais oublié ce regard, cette phrase, cette impression d'avoir été évaluée sans être comprise. Pour Bardot, Moreau symbolise une blessure subtile, celle qui naît lorsque l'on se sent jugé par quelqu'un que l'on considérait presque comme une sœur d'âme. Certaines douleurs ne sont pas bruyantes. Elles se contentent de survivre dans le silence. Numéro 2, Alain Delon, il formait, sans jamais l'avoir décidé, le duo imaginaire d'une France qui rêvait encore. Lui, la beauté tranchante, presque irréelle, sculptée par la lumière, elle, la liberté incarnée, le souffle chaud d'une révolution intime. Alain Delon et Brigitte Bardot n'ont jamais été un couple, mais la presse, le public et même les cinéastes les ont longtemps placés dans une sorte de miroir commun. Deux icônes qui semblaient se répondre, deux silhouettes qui auraient pu créer une légende si leur tempérament n'avait pas été si opposé. Leurs chemins se croisent pour la première fois à la fin des années 60. Bardot garde en mémoire un homme impressionnant, sûr de lui, presque trop. Delon, lui, la regarde avec cette distance souveraine qu'il réserve aux êtres qu'il estime dangereux pour son équilibre. Une admiration froide, teintée d'un quelque chose qui ressemble à du jugement. Bardot ressent immédiatement cette tension. Elle sait reconnaître les regards qui pèsent, les mots qui restent coincés derrière un sourire. Les années passent et plusieurs occasions de collaborer surgissent, mais chaque fois, quelque chose bloque. Delon refuse certains projets où le nom de Bardot apparaît. Il avance des raisons artistiques, mais tout le monde sait que l'ego en est aussi l'origine. Il ne veut pas partager l'affiche avec une lumière qui pourrait rivaliser avec la sienne. Bardot, elle, accepte ce jeu sans jamais y répondre. Elle se contente de comprendre peut être trop vite que Delon n'est pas un allié, qu'il ne l'a jamais été. L'épisode le plus marquant survient lors d'un dîner caritatif où tous deux sont invités. Le public se souvient de ce moment où, devant des caméras en direct, Delon lance une remarque à la fois ironique et blessante. Quand un journaliste lui demande s'il travaillerait un jour avec Bardot, Delon réplique avec un demi-sourire que « l'époque des rêves est passée ». La phrase claque, Bardot reste immobile, le regard droit, mais en elle, quelque chose se serre. Elle n'oubliera jamais ce moment où il a réduit d'un trait l'idée même d'un respect artistique mutuel. Elle a compris alors que Delon la voyait comme une figure du passé, une image figée, une légende fanée avant l'heure. Une perception injuste, car Bardot, même retiré du cinéma, restait une force, une voix, un symbole de liberté que peu avaient su incarner. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle cite le nom d'Alain Delon parmi ceux qui l'ont blessé, ce n'est pas pour régler un compte. C'est pour reconnaître une déception, l'amertume silencieuse de ne jamais avoir trouvé en lui ce miroir égal qu'elle aurait tant aimé rencontrer. Pas un amant, pas un partenaire. Juste un regard qui lui aurait accordé la valeur qu'elle portait en elle. Mais certaines attentes ne trouvent jamais leur réponse, même entre deux mythes. Numéro 1. Françoise Sagan. Parmi tous les noms que Brigitte Bardot a décidé de révéler, celui de Françoise Sagan est sans doute le plus inattendu. Les deux femmes, pourtant, ont longtemps été perçues comme des âmes libres d'une même époque. Sagan écrivait avec cette nonchalance presque aristocratique une manière de parler de la vie comme d'une fête fragile. Bardot, elle, vivait chaque émotion avec intensité,
comme si le monde devait répondre à son cœur plutôt qu'à sa raison. Leurs univers semblaient parallèles, mais jamais vraiment alignés. Elles se rencontrent au début des années 60 lors d'un dîner organisé par des amis communs sur la Côte d'Azur. Sagan arrive en retard, cigarette à la main, le regard perdu derrière une ironie douce qui la suivait partout. Bardot se souvient d'une femme fascinante, brillante, mais imprévisible. Leurs premières conversations sont courtoises, même complices. Sagan admire la liberté de Bardot. Bardot admire l'esprit affûté de Sagan. Une complicité fragile, mais réelle. Le basculement survient quelques étés plus tard, lors d'un soir à Saint-Tropez. Une soirée presque trop parfaite pour être oubliée. La mer Noire. Le vent chaud. Une table remplie d'artistes et d'amis. Sagan, légèrement grisé, parle de célébrité, de solitude, de ce qu'elle appelle la farce nécessaire de la vie publique. Puis, sans prévenir, son regard se pose sur Bardot, et elle lâche une phrase qui traversera les décennies. Sagan aurait dit que Bardot n'était pas une femme, mais une invention. Une phrase cruelle, même si elle se voulait littéraire. Une phrase qui, en quelques secondes, efface toute la complexité d'un être pour n'en garder qu'une icône vide. Bardot reste silencieuse. Elle ne répond pas, elle ne s'emporte pas. Mais ce soir-là, quelque chose se brise. Elle comprend que, pour Sagan, elle ne sera jamais un être humain complet, mais un phénomène. Un mythe fabriqué. Une enveloppe. Plus tard, une seconde blessure vient s'ajouter. Dans une interview, Sagan évoque Bardot en disant que les légendes vivent mal leur propre reflet. Une phrase qui amuse les journalistes, mais qui blesse profondément Bardot, parce qu'elle sait à quel point elle a cherché à échapper au reflet imposé par le public, parce qu'elle a passé sa vie à lutter contre l'écart entre ce qu'elle était vraiment et ce que les autres voulaient voir. Lorsque Bardot cite aujourd'hui le nom de Françoise Sagan comme celui qui l'a le plus meurtri, ce n'est pas pour juger l'écrivaine. C'est pour reconnaître la violence d'une parole qui vient d'une personne que l'on estime. Sagan représentait l'intelligence, la finesse, la modernité. Mais derrière ces mots brillants se cachait parfois une dureté inattendue. Pour Bardot, cette blessure est la plus profonde. Parce qu'elle ne vient pas d'une rivalité, mais d'une déception intime. Celle d'avoir été réduite non par le public, mais par une femme qu'elle avait sincèrement admirée. Il existe des phrases qui, même murmurées au détour d'une soirée d'été, traversent une vie entière. En révélant ces 5 noms, Brigitte Bardot n'a pas cherché à raviver des querelles ni à rouvrir des blessures anciennes. À 91 ans, elle ne se défend plus de rien. Elle constate, elle témoigne, elle laisse derrière elle une vérité que le temps avait jusque-là enveloppée de silence. Ces histoires, si différentes les unes des autres, forment pourtant un même fil invisible. Celui d'une femme qui a grandi trop vite sous les projecteurs, d'une femme que l'on a admirée, critiquée, désirée, jugée, sans souvent chercher à la comprendre. Chacun des 5 noms raconte une facette de sa solitude. Gainsbourg, le talent qui manipule. Godard, l'intelligence qui dissèque. Moreau, le regard qui évalue. Delon, l'ego qui écrase. Sagan, la lucidité qui blesse. 5 éclats d'une même réalité. Celle d'une légende qui a traversé sa vie entourée de lumière, mais rarement protégée de l'ombre. Et pourtant, malgré ses cicatrices, Bardot a continué d'avancer, de choisir sa voie, de défendre ce qu'elle croyait juste. Une constance qui force aujourd'hui le respect, même chez ceux qui n'ont jamais partagé ses convictions. Sa confession tardive ne réduit en rien la beauté de sa légende. Au contraire, elle en révèle la dimension humaine. Elle nous rappelle que derrière chaque mythe se cache une âme fragile, faite de peur, de chagrin, de déception, mais aussi de force et de fidélité à soi-même. C'est peu être cela, finalement, qui rend Bardot si inoubliable, non pas son image, mais ce qu'elle a dû traverser pour rester fidèle à cette image, sans s'y perdre. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez continuer à faire vivre la mémoire de nos grandes figures françaises, abonnez-vous et rejoignez-nous pour de nouvelles pages de cette grande histoire humaine qu'est notre cinéma.